l'actualité, forcément, en ce moment, il y a l'élection présidentielle. On a beaucoup parlé ces derniers jours, logiquement, d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On va continuer, logiquement, là aussi, à le faire beaucoup dans les prochains jours. Mais je voulais aujourd'hui, ça me semblait assez intéressant, qu'on prenne un petit peu de temps pour parler du cas de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est le seul candidat à avoir atteint les plus de 20% des suffrages avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est un score qui est forcément important dans un contexte où il y avait quand même un certain nombre de candidats à gauche et des craintes pour la gauche de ne pas réussir à s'unir. Au final, visiblement, il y a un candidat à gauche qui a réussi à unir et c'est bien Jean-Luc Mélenchon. Alors, est-ce une victoire ou une défaite pour Jean-Luc Mélenchon? Qu'est-ce qu'on peut conclure pour la gauche et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour la gauche pour la suite? Pour en parler, je suis avec Stewart Shaw. Tu es responsable des études politiques chez Via Voice et notamment l'auteur de deux livres qu'on a présentés là aussi l'autre jour et qu'on présente une nouvelle fois. L'opinion des émotions, qui parle de la question des opinions, de la question des émotions, pardon, dans le cadre notamment d'une élection comme l'élection présidentielle. Et puis un sujet qui parle, un livre qui parle davantage de la jeunesse, la fracture, comment la jeunesse d'aujourd'hui fait ses cessions, ses valeurs, ses choix, ses révoltes et ses espoirs. La première question, c'est donc la suivante. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est le candidat qui a le mieux réussi sa campagne selon toi? Selon moi, je sais pas trop dire. Par contre, selon les Français, c'est très clair qu'il y a deux candidats qui se détachent très largement. C'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, on a réalisé une étude, ce qu'on appelle une étude jour du vote, c'est-à-dire dimanche, quand tout le monde est allé voter. On a fait un sondage à partir de ceux qui sont allés voter. Et on leur a demandé, finalement, selon vous, sur les 15 derniers jours, qui a été le candidat ou la candidate le plus ou la plus convaincante. Et ce qui est assez remarqué, c'est que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont en première position. 32% des Français estiment que c'est le candidat qui a été le plus convaincant sur les 15 derniers jours de la campagne du premier tour. Pour Marine Le Pen, c'est un tout petit peu plus, donc c'est vraiment très serré. Mais c'est vrai que c'est le candidat qui s'est le plus démarqué. Et auprès des jeunes, où il a fait un très bon score, on y reviendra, notamment les 18-24, 43% de ces 18-24 considèrent que c'est le candidat qui a été le plus convaincant. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il a, mais comme en 2017 d'ailleurs, marqué la fin de la campagne et qu'il a énormément progressé dans l'opinion. Donc, dans le cas de Marine Le Pen, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. On va continuer, je pense, à en parler dans les prochains jours. Il y a la question de s'être recentré sur les notions de pouvoir d'achat, notamment, et c'est des sujets qui sont forts pour les Français en ce moment, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine. Dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, comment est-ce qu'on peut expliquer que la campagne soit aussi réussie et qu'il finisse en tout cas avec un tel score aujourd'hui? Alors, bon, il y a deux choses. Il faudrait l'analyser selon les différentes personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, si on parle au sens un peu global de tous ces électeurs, je pense qu'il y a un sujet du vote utile qui est très vrai, surtout quand on regarde le score de la gauche, avec Anne Hidalgo très très bas et Yannick Jadot aussi très très bas. On se rend compte qu'effectivement, quand on regarde les études d'opinion, que des personnes qui hésitaient avec Jadot et Hidalgo se sont téléportées dans les derniers jours, voire les dernières heures vers un vote Jean-Luc Mélenchon en se disant pour espérer le vote Jadot ou Hidalgo ou autre, ça au final, passera pas. Donc exactement. Et donc du coup, par proximité de conviction et idéologique, je suis plus proche de voter Jean-Luc Mélenchon que de voter Emmanuel Macron. Et donc voilà, pour peser un peu et pour avoir espoir de passer et de voir la gauche au second tour. Manifestement, il y a eu un effet vote utile. D'ailleurs, c'est le candidat où les votes se sont cristallisés le plus tardivement. Alors, cristallisés, c'est-à-dire les gens ont décidé vraiment de se dire, on va voter Jean-Luc Mélenchon. Et c'est le plus tardif de tous les candidats. Donc, ça montre bien qu'il y a un effet vote utile. Et après, il y a une deuxième raison, moi, qui me semble hyper intéressante, c'est le vote jeune. Il surperforme chez les jeunes, chez les primo-votants, ceux qui votent pour la première fois. Il avait fait en 2017, d'ailleurs aussi, c'était le premier candidat chez les 18-24. Il le refait là dans des scores encore plus importants. Donc ça, je pense que c'est deux éléments qui peuvent expliquer son score. Et c'est aussi pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Il est très haut chez les jeunes, 34%. C'est selon un sondage ELAB qui était sorti juste après, 34% chez les 18-24 ans. Et même la tranche d'âge au-dessus, il est très très haut. Comment est-ce qu'on l'explique? Qu'est-ce qui peut amener? Est-ce que ça tient au fond et au sujet? Est-ce qu'en termes de communication, il y a eu des éléments particuliers du côté de Jean-Luc Mélenchon? Comment est-ce que tu expliques que chez les jeunes particulièrement, il soit aussi haut? Je pense que tu as dit les deux éléments les plus, à mon sens, les plus importants. Le premier, c'est effectivement en termes de sujet. Alors Manon, tout à l'heure, disait effectivement que les jeunes voyaient très peu les enjeux aujourd'hui de l'élection présidentielle. Il y a une défiance envers le personnel politique et surtout, il y a une vision du politique comme étant incapable de changer la vie des gens, incapable d'agir sur les enjeux
surtout qui tient à cette jeunesse. Et d'une certaine façon, Jean-Luc Mélenchon a abordé les enjeux de cette jeunesse en parlant beaucoup d'écologie. Il a parlé beaucoup, évidemment, de pouvoir d'achat, mais il a parlé aussi de réduction des inégalités. Ce sont des sujets aussi qui interpellent les jeunes. Il a beaucoup parlé des minorités, de la défense des minorités. Donc c'est vrai que ce sont des sujets qui portent sur la jeunesse. Et donc c'est une tonalité qui est un peu en phase avec les enjeux de la jeunesse. Je vois très très peu de jeunes qui sont passionnés par la retraite à 65 ans ou par l'aconditionnement du RSA. Donc c'est vrai qu'il a fait une campagne, je pense, portée sur le sujet des jeunes. Et puis le deuxième élément, c'est ce que tu disais, c'est sur la forme. Et là, pour le coup, même si c'est le candidat, je crois, le plus âgé de tous les candidats, c'est celui qui a l'air d'être le plus innovant, un peu moins has-been, quoi, de tous, en réinventant à chaque fois sa manière de faire de la politique. Il fait des meetings un peu différemment, ces histoires d'hologrammes. Ça peut paraître anecdotique, mais je pense que dans l'image, on est quand même dans une civilisation de l'image. Dans l'image, ça parle beaucoup, et notamment auprès des jeunes. Et notamment quand la gauche peut être accusée parfois par ses opposants, à droite notamment, d'être notamment sur des sujets d'innovation ou quoi, et bien un camp qui serait pas assez sur les devants de tout ça, un peu l'opposé de la Startup Nation pour caricaturer à mort, mais que pourrait porter Emmanuel Macron, par exemple, pendant longtemps. Ça, c'est donc sur ce qui a fait qu'il ait été aussi haut. Maintenant, on l'a bien compris, il n'est pas au second tour. Non. Il n'est pas au second tour, et d'ailleurs, on avait suivi du coup ça ensemble dimanche. Il y avait eu des formes d'incertitude pour savoir s'il était en train de rattraper au final Marine Le Pen ou non. C'est très clair, aujourd'hui, il ne l'a pas du tout rattrapé. Qu'est-ce qui a pu manquer à Jean-Luc Mélenchon pour accéder comme ça au second tour? Premier élément, certains estiment, et d'ailleurs même moi j'ai pu le voir dans les retours quand j'ai les commentaires, et comme on a fait avec tous les candidats sous les vidéos, sous les interviews ou quoi, que son caractère était souvent quelque chose qui ressortait avec des symboliques de La République c'est moi, qui a forcément beaucoup fait parler, que tout le monde voit et visualise aujourd'hui. C'est des choses qui peuvent jouer en général, notamment quand on parle des émotions ou autre, c'est quelque chose qui peut jouer dans le choix d'un politique plutôt qu'un autre. Ah ben c'est clair, je pense qu'il y a une dimension dans la présidentielle, il y a une dimension d'incarnation et de personnification qui est très très fort. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus des personnes que de leurs projets, que de leurs propositions. Donc c'est très important que le candidat incarne des émotions qui soient plutôt positives. Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il faut quand même reconnaître que c'est quelqu'un qui est parfois dans une forme de radicalité quand il s'exprime. Parfois même, il peut être un peu violent avec ses interlocuteurs. Donc pour une certaine partie de la population, ça ne passe pas. Compte tenu en plus du contexte international et incertain, on préfère quelqu'un de peut-être un peu plus apaisé. D'ailleurs, c'est sur ça que Marine Le Pen joue beaucoup, cet effet un peu apaisé, un peu adouci. Donc ça, je pense que c'est un premier élément. Mais il y a un deuxième élément qui me semble vraiment important, c'est la fracturation de la gauche, parce que c'est vrai que quand on observe ces résultats, par exemple là, je crois qu'il a perdu à un peu plus de 400 000 voix, on se dit, s'il n'y avait pas eu Fabien Roussel, il serait passé. Oui, mais c'est pas si simple que ça, en fait. Et pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est important aussi de se dire que c'est pas juste des chiffres qu'on peut additionner en se disant, voilà, ça va faire ça. Parce que la gauche, elle est quand même vraiment divisée. On parlera sûrement de l'avenir de la gauche, mais c'est vraiment un point important. Il y a des gens à gauche qui ne sont pas prêts, toujours pas prêts à voter Jean-Luc Mélenchon. Mais cette question, c'est une question que beaucoup se posent. Je vois que là, quelqu'un le dit dans le chat. Si Roussel avait soutenu au lieu de faire campagne, il serait passé. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup ces derniers jours. Et d'ailleurs, on parle de Roussel parce que c'est celui qui est le plus proche, on veut dire, mis à part peut-être sur le nucléaire, il y a quand même des très très grosses proximités entre les deux. Ça s'est aussi entendu dans le cas de Jadot, moins dans le cas d'Hidalgo parce qu'elle était assez bas, donc je pense que le truc est moins ressorti. Mais toi, tu dis que c'est pas si facile que ça. Mais est-ce qu'on peut imaginer que la deuxième option des électeurs de Roussel, c'était sûrement quand même Jean-Luc Mélenchon? Ah non, mais c'est sûr. Moi, je peux pas dire s'il n'y avait pas eu Roussel, il serait passé. Oui, il y a une probabilité que s'il n'y avait pas eu la candidature Roussel, peut-être que Jean-Luc Mélenchon aurait eu plus d'électeurs et les votes Roussel seraient téléportés vers Mélenchon, mais on n'en est pas certain, parce qu'encore une fois, il y a des électeurs de Fabien Roussel qui, je pense, n'étaient pas non plus totalement sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon sur un tas de questions. Tu parlais à juste titre du nucléaire. À gauche, le nucléaire, c'est quelque chose qui divise. On a l'impression que l'écologie, ça fédère toute la gauche, mais il y a plusieurs écologies, il y a plusieurs idées de l'écologie, et c'est vrai qu'à gauche, ça a tendance un peu à diviser. Je te donne juste un exemple sur ça, puisqu'on a fait, nous, une étude chez Via Voice sur les électeurs de gauche avant la présidentielle. Et sur la question du nucléaire, on avait un tiers qui était pour le maintien du nucléaire, un tiers qui était pour l'abandon du nucléaire, et un tiers qui disait c'est ni l'un ni l'autre, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Donc ça veut dire que la question, elle divise. Et il y a plein d'autres sujets qui sont encore plus
divisé au sein de la gauche. Donc ça a pu être des points aussi qui ont joué dans la question du vote pour Jean-Luc Mélenchon. Là, ce qu'on a compris, c'est qu'il termine avec presque 22%. Donc forcément, il fait un gros score et c'est le score très très largement le plus haut à gauche. J'ai envie de poser la question de l'après. Parce que quand je dis l'après, il y a deux choses. Il y a la question des législatives qui arrivent au mois de juin. Il y a la question de l'après, après prochaine présidentielle, notamment en 2027. Commençons dans l'ordre. Commençons par les législatives. Qu'est-ce qui peut se passer pour cette gauche qui s'est là retrouvée aussi haut? Est-ce qu'on a l'impression que la France Insoumise réfléchit déjà beaucoup à l'après, mais qu'est-ce qu'ils pourraient réellement faire dans le cadre des élections législatives, qui, je le rappelle, servent donc à élire les députés, et ça se passe au mois de juin, donc c'est vraiment, vraiment bientôt. Bah alors, il y a ce que souhaiterait Jean-Luc Mélenchon et ce qui va vraiment se faire. Sur ce que souhaite Jean-Luc Mélenchon, il l'a dit on l'a suivi ensemble pour décrypter le premier tour et notamment son discours. Il s'est placé au centre de la gauche en disant bah voilà, c'est moi l'avenir de la gauche. Sur la réalité de ce qui va se passer, ça ne sera pas forcément aussi facile parce que même s'il fait un très bon score, encore une fois, je pense que la gauche, elle est aujourd'hui vraiment divisée. Sur la même étude, quand on a interrogé les électeurs de gauche, il y a 52% qui ont affirmé que ce qui divisait la gauche était plus important que ce qui réunissait la gauche. Donc on a déjà 52% des électeurs de gauche qui disent bah voilà, il y a un état de division énorme. Deuxième élément, c'est au niveau des valeurs. Là aussi, pareil, sur cette étude, il y avait 49% des électeurs de gauche seulement qui disaient qu'il y avait encore des valeurs qui fédéraient toute la gauche. Donc l'après, je pense que ce sera surtout comment cet électorat de gauche, comment ces sympathisants de gauche vont trouver des points de convergence. Et je ne suis pas certain que Jean-Luc Mélenchon soit dans une dynamique de rassemblement, parce que je pense qu'il est aussi dans sa personnalité. C'est assez clivant. Jean-Luc Mélenchon, il clive. Mais pour dire les choses, on peut imaginer réellement avoir, comme le disaient beaucoup de militants insoumis et le camp de Jean-Luc Mélenchon plus largement, une majorité à gauche à l'Assemblée nationale au mois de juin. Est-ce que c'est quelque chose que la gauche peut espérer? Est-ce que ça paraît quand même complexe au vu de la situation? Comment est-ce que tu vois cette dynamique-là? C'est vrai que moi, je m'interroge sur la dynamique de la gauche et je pense elle peut avoir espoir de faire un bon score, parce que ce que dit le score de Jean-Luc Mélenchon, même si on a dit que la gauche était divisée, etc., c'est que la gauche, elle existe encore en France et qu'il y a encore des gens du coup qui peuvent voter à gauche, et donc d'une certaine façon, tous les partis, tous les mouvements, toutes les forces de gauche peuvent voir aussi dans ce résultat-là la possibilité de faire campagne et donc d'avoir des sièges à l'Assemblée nationale, ce qui serait très important parce qu'en plus de cela, le contexte pour Emmanuel Macron, il est quand même très différent. Il part dans une position qui est beaucoup moins favori qu'il y a 5 ans. D'ailleurs, on sait qu'il craint un peu les législatives. Donc, je pense que la gauche a évidemment un coup à jouer. Maintenant, c'est comment, par circonscription, par territoire, ils vont s'arranger avec, encore une fois, parfois des duels à gauche qui sont un peu difficiles à réconcilier. Pas évident, et chaque circonscription, chaque territoire est quand même bien différent. Exactement, ouais. Il y a les questions d'alliance et d'union qui vont être sont très difficiles. Intéressantes à voir. Sur la question de l'après, et donc par exemple de la présidentielle de 2027, on l'avait vu ensemble du coup en direct dimanche. Jean-Luc Mélenchon, lors de son discours à la fin, a fait comprendre en fait que ce serait sûrement pas lui a priori en 2027. Il a appelé la plus jeune génération de ses militants à faire mieux. Qui pourrait en fait remplacer Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est remplaçable pour un peu expliquer et dire les choses au sein de la France Insoumise? Ça, c'est une bonne question et je ne sais pas si quelqu'un l'a vraiment. Je ne sais même pas si Jean-Luc Mélenchon il a la réponse. C'est vrai qu'on s'interroge beaucoup sur l'après la France Insoumise qui sont partis, parce que la France Insoumise, la marque, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est comme si on parlait du Rassemblement national sans Marine Le Pen ou de En Marche sans Emmanuel Macron. D'ailleurs, on voit bien que la politique française aujourd'hui, et c'est ce que disait Manon très justement, c'est un peu la fin des partis. Et donc, quand celui qui incarne le parti se retire, on se demande quelle va être la dynamique. Donc, c'est vrai que pour LFI, ça va être, je dirais, un enjeu dans les 5 ans, de faire aussi émerger de nouvelles têtes. Alors, il y en a des députés qui sont connus du grand public, etc. Adrien Quatennens, Éric Coquerel, etc., Alexis Corbière. Mais voilà, est-ce que ça sera suffisant pour remplacer, il faut le dire quand même, un candidat aussi charismatique, avec une figure aussi tutélaire que Jean-Luc Mélenchon? C'est vrai que c'est une question qui se pose. Qui risque de pas être évidente à trancher de leur côté, et je sais même pas d'ailleurs, parce que c'est clair que oui,
On parle de députés de la France insoumise, on peut parler d'un Adrien Quatennens ou autre. Si on suit la politique et l'actualité au quotidien, bon, bah, il est bien connu. Pour le très grand public qui éventuellement vote à chaque présidentielle, mais autrement suit de loin l'actualité, Il ça est peut paraître beaucoup moins, beaucoup bien plus, sûr, bien sûr. beaucoup moins évident. Mm. Ah, ça parle de François Ruffin aussi, qui est Ah oui, bien sûr. pour être aussi une figure, mais Mm. je ne sais même pas si le cas de François Ruffin, si lui, parce qu'il a une carrière à la fois de journaliste, enfin, Mm. il a une il est député, mais il fait Ouais. aussi plein d'autres choses à côté. Si lui envisage d'être président de la République ou ce genre de carrière, je sais même pas, mais c'est le cas. Ouais. Mais c'est vrai que la politique, c'est quand même, alors on n'aime pas trop dire ça, mais je dis pas que c'est un métier, mais il faut savoir un peu le faire. C'est-à-dire que Et vouloir le et faire. le Aussi. vouloir le Ouais. faire, absolument. Donc, je pense que il faut le dire, Jean-Luc Mélenchon, il reste quand même très bon sur ça. Il reste très bon, c'est un orateur incroyable, il est charismatique, on l'écoute, on l'entend, il a une influence. Et puis, il faut le dire aussi, il est installé dans la vie politique depuis très longtemps. C'est le plus jeune sénateur de la Ve République, je crois. Donc, ça a été le plus jeune sénateur de la Ve République. Donc, c'est quelqu'un qui connaît les rouages. C'est sa troisième campagne, quatrième campagne présidentielle, pardon. Donc voilà, c'est aussi pas juste l'incarnation d'un parti, c'est aussi des idées, une expérience, et ça en politique, ça joue beaucoup. Parfois, d'ailleurs, ça peut être des personnalités qui émergent en dehors des partis qu'on évoque ici. C'est là aussi où l'enjeu est intéressant. Dans le cas d'Emmanuel Macron, il n'était pas, alors peut-être qu'il était adhérent à un moment, je ne sais même plus, mais bon, gros, c'était pas une figure du Parti socialiste pour dire les choses. Ouais. Il a fini par, d'une certaine façon, remplacer une partie du moins du Parti Bien socialiste sûr. qui s'est retrouvé entre Jean-Luc Mélenchon et lui de l'autre côté, quoi. Mais c'est clair. Bah, Emmanuel Macron, c'est un peu la question que tout le monde se pose. C'est après lui, qu'est-ce que ça voudra dire En Marche, quoi. Ouais. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu la même situation que LFI. Au détail près, que je pense que vraiment la France insoumise a l'ambition d'être encore plus présent. Ils ont un poids à l'Assemblée, mais finalement, c'est un petit groupe encore. Donc, ils ont vraiment cette ambition de remplacer, d'être le centre de gravité de la gauche. Encore une fois, moi, je disais tout à l'heure, je pense que ça sera pas aussi simple parce que la gauche, encore une fois, comme je disais, elle est divisée, donc il faudra faire des coalitions, réconcilier certaines choses, trouver des compromis, faire des compromis. Franchement, vu comment c'est parti, j'ai pas l'impression que le compromis, ce soit vraiment pour demain. Donc voilà, peut prendre beaucoup de temps. Et dans le cas d'un parti comme ça, comme la France Insoumise, qui a potentiellement Jean-Luc Mélenchon qui décide du coup de ne plus y aller, c'est visiblement ce qui devrait être le cas. Comment est-ce qu'on décide de la personne qui vient après? Comment ça se passe? Alors on a vu différentes situations, mais est-ce que tu peux un peu expliquer les grandes choses qui sont possibles pour arriver à trouver son prochain homme ou femme forte de son parti? Bah, il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est les statuts d'un parti, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des primaires, il y a des congrès. Alors, je ne sais pas si ça va parler à ceux qui nous écoutent, mais dans les grands partis, avant, il y avait des congrès. Et donc, on va élire le secrétaire général ou le président du parti, etc., qui potentiellement peut être le candidat à l'élection présidentielle. Quoique, il y a des primaires aussi, on l'a vu. Hein, alors, parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Il y a des primaires qui peuvent aussi mettre en lumière certaines personnalités. Et après, encore une fois, je pense que c'est le plus important. Il y a la vie politique au sens premier du terme, c'est-à-dire que qui va réussir à se détacher, qui va émerger. Je pense que c'est important aussi pour les jeunes de se dire, et même pour les Français en général, de se dire, voilà, la vie politique, elle peut changer. Il n'y a pas toujours les mêmes. Et je pense qu'on a plutôt vocation à aller vraiment vers un changement, un renouvellement. D'ailleurs, c'est intéressant, mais nous, on a fait une étude sur le bilan de la présidence Macron. Et on se rappelle tous, Macron, quand il a été élu, c'était sur la promesse de renouveler la classe politique. Et en fait, et de renouveler la façon de faire de la politique. Et en fait, sur ces deux registres-là, ça ne s'est pas vu par les Français. C'est-à-dire que les Français ne considèrent pas que ressenti de renouvellement. que depuis 2017, il y a vraiment eu un renouvellement de la classe politique. D'ailleurs, une petite parenthèse qui est pas vraiment soulignée, mais les 3 premiers qui sont arrivés en tête au soir de dimanche dernier, Déjà là, ils étaient déjà là il y a 5 ans. Donc on nous a parlé pendant 2 ans du monde d'après, du monde d'après. Le monde d'après, c'est un peu le monde d'avant, avec un petit peu de différence peut-être, mais ça reste assez similaire. Quelqu'un demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il y a ce livre ici, parce que tu as participé à l'écriture de ce livre, tout simplement avec Frédéric Dabi, La Fracture. D'ailleurs, est-ce que ça fait écho, ce que tu as écrit dans ce livre-là, à ce qu'on a vu lors de cette présidentielle? Tu as vu des liens, des enseignements là-dessus? Alors ouais, j'ai vu des liens. Je précise juste d'ailleurs, c'est un livre qui parle de la jeunesse. Comment la jeunesse d'aujourd'hui fait sécession, ses valeurs, ses choix, ses révoltes, ses En gros, c'est une enquête sur les 18-30 depuis 1957. Et tous les 10 ans, on a interrogé des 18-30 et on observe un peu l'évolution de leur opinion. Alors, pour la politique, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est confirmé. Et tu en parlais tout à l'heure avec Manon, c'est
le désamour et le divorce des jeunes avec la politique pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils pensent qu'ils sont tous pourris. Deuxièmement, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas la maîtrise et la capacité de changer les choses. Et puis troisième sujet, et c'est lié peut-être aussi avec la question de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'ils ne se sentent pas représentés. Il y a une crise de la représentativité, de la représentation chez les jeunes qui se disent « mais attends, qui mieux que moi pour parler en mon nom ?» Surtout quand je vois ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se proposer. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est que la représentativité passe pas forcément par la ressemblance, pour dire les choses. Parce Exactement. que Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la figure la clair. plus jeune du paysage politique. Et pourtant, il arrive en tête chez les jeunes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément être jeune pour plaire aux jeunes, pour dire Non, pas du tout. les choses. Quoi. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'un bon président, en tout cas pour les jeunes, c'est évidemment celui qui a un bon programme, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est celui où on peut voir un exemple, l'incarnation d'un exemple. Et ça, c'est assez différent que les plus de 30 ans, plus de 35 ans, où eux ils disent, bah voilà, un bon président, c'est celui qui applique ce qu'il a promis de faire. Pour les jeunes, il y a ça, mais il y a aussi vraiment cette idée que, bah voilà, un bon président, c'est quelqu'un à qui on peut prendre exemple, un petit peu quelqu'un qui pourrait, être l'image que tu idéalises du président. Et en ce sens, je trouve que Jean-Luc Mélenchon répond à ça. C'est-à-dire qu'il est à la fois dans une forme de proximité, mais il est aussi, comme on l'a dit, dans un effet charismatique qui est assez important pour cette jeunesse. Merci beaucoup, en tout cas, Stewart, pour ta Merci présence encore aujourd'hui. Toujours un plaisir de te recevoir.